Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler, car il y a urgence, des incidences financières, économiques de ce qui se passe dans le monde, qui sont une partie aussi destructrice que les aspects militaires de la guerre. Je vais aussi esquisser des orientations qui nous donnent un espoir et en même temps montrer que la décomposition de la vie politique en France est un défi pour nous tous afin de refaire quelque chose qui redonne à la France un rôle dans le monde, en Europe, et qui à chacun d'entre nous, redonne confiance en ce que peut être l'avenir, en ce que doit être l'avenir. Alors, je commencerai par un fait. Le 16 mars, donc hier, est venue l'échéance de 117 millions de dollars des bons du trésor russe détenus par des étrangers, des intérêts occidentaux. Les Russes ont dit, dans les conditions actuelles, on ne peut pas payer en dollars. Vous nous avez saisi 300 milliards de dollars qui sont dans les banques ou dans les institutions financières américaines. On ne peut pas payer, on paiera en roubles. Alors, évidemment, celles-ci se sont écriées, mais non, le rouble a été dévalué de 50%. Il a été dévalué de 50% en raison à la fois de la guerre en Ukraine et de l'attitude de réaction des autorités occidentales par rapport à cette guerre. Donc, elles ne veulent pas être payées en roubles et la Russie peut être mise en défaut sous 30 jours. Donc, on est dans une situation extrêmement grave, car c'est toute la chaîne de production et de valeur dans le monde qui se décomposerait et qui, craquant sur certains points, entraînerait l'ensemble. Donc on est dans une situation d'une extrême gravité. Alors RT, la fameuse chaîne russe qui ne peut plus se manifester en France, a dit que c'était un tremblement de terre qui se préparait dans le monde. Alors on peut ne pas croire à RT et dire que c'est de la propagande. Cependant, le Financial Times, Patrick Jenkins, dans le Financial Times, dit pratiquement la même chose. Il dit « N'ayez pas trop d'illusions. Les Russes ne seront pas les seuls à souffrir des sanctions qui leur sont infligées et des contre-sanctions par lesquelles ils ont réagi. Le monde doit se souvenir du moment Lehman Brothers, en 2008, et se préparer à un choc économique et financier généralisé du même type, voire pire. » Donc, les choses sont dites. Et on est dans ce risque. Évidemment, si tout ce système se décompose, on essaiera de faire payer les pots cassés, avec, je pense, une incapacité à le faire sur le long terme et sur le court terme, de faire payer d'une part les classes moyennes et populaires des pays les plus développés, c'est-à-dire nous, dans une situation bien pire que celle qui avait été faite aux Gilets jaunes, et on essaiera de faire payer les pays émergents, puisque l'explosion du prix du blé, par exemple, causera, certains ont dit, Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a dit, peuvent causer des famines en Égypte, en Algérie ou ailleurs. Donc on est devant quelque chose qui touche à la fois la finance, l'économie, et la vie des peuples, la vie humaine. Et c'est le moment de l'histoire dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et je sais qu'en France, certains voient la guerre comme quelque chose de relativement terrible, mais qui ne les touche pas réellement, qui ne peut pas toucher réellement. On va voir l'enchaînement qui se produit dans le monde entier. Les conséquences économiques du conflit ukrainien, donc, tomberont en cascade jusqu'à pouvoir détruire tout le système sur lequel nous reposons. Et évidemment, dans un premier temps, c'est l'Europe et la France qui en paieront le prix fort. Donc il faut bien voir que nous en sommes là. Alors évidemment, on assiste aux premières réactions sociales en France. La hausse du prix des carburants crée une situation encore plus grave pour les Gilets jaunes qu'elle n'était en novembre 2018, lorsqu'ils se sont révoltés. Le gouvernement a fait des annonces pour baisser les prix, une remise de 15 centimes le litre, mais ça n'a aucun sens. Par exemple, pour des pêcheurs,
les pêcheurs disent, pour être rentable, on a besoin de carburant à 60 centimes. Or, aujourd'hui, on doit le payer 95. Donc, 15 centimes, ça fait que on sera toujours dans l'impossibilité de continuer nos opérations à terme. Même chose dans le BTP. Les entreprises de travaux publics sont prêtes à bloquer des dépôts pétroliers en France, par exemple au Mans. Et elles demandent une gel d'une taxe sur le carburant. Aujourd'hui, nos entreprises perdent plusieurs millions d'euros par semaine. Donc je donne ces exemples pour illustrer la gravité de la crise. On sait que des biens essentiels pour nos avions, le titane, sont produits en Russie, le palladium pour les pots catalytiques des voitures. C'est ça la paralysie en chaîne des choses. Évidemment, le pétrole russe, peut-être on pourrait obtenir des compensations dans d'autres pays, mais c'est très difficile. En tout cas, le gaz, certainement pas. Et il y a toute la question d'autres métaux rares ou d'autres minerais rares, comme par exemple, je ne sais pas, le lithium qui est nécessaire pour les batteries. On a ce grand plan européen pour les batteries. Ben là, d'où viendra le lithium? Donc on a toute cette crise où le financier et le pari financier vient créer un choc dans tout le domaine de la production. Et ce choc se matérialisera, aura lieu très très vite. Alors, évidemment, revenons maintenant à la situation de la guerre en Ukraine. Il y a une déclaration intéressante de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a dit « On confirme officiellement notre opération, ce qu'ils appellent une opération, ne vise pas la population civile ukrainienne, ne vise pas à occuper le territoire ukrainien et ne vise pas à un changement de régime ou à évincer le président actuel. » Donc ils disent on ne veut pas évincer Zelensky. Alors, évidemment, une solution semble s'esquisser. C'est la neutralité de l'Ukraine et aussi, en échange de quoi il y aura une garantie des frontières des pays occidentaux comme de la Russie, et il y aurait une politique où l'Ukraine ne serait plus une base créée contre la Russie, y compris dans le domaine nucléaire, et où on reviendrait aux promesses qui avaient été faites de ne pas que l'OTAN ne s'étendrait pas près des frontières russes. Il y aurait un accord qui serait possible sur comment, disons, arranger les choses de ce point de vue-là. L'Ukraine devrait renoncer à récupérer la Crimée, Zelensky lui-même l'a dit, et pour le Donbass, il faudrait négocier. Ce ne sera pas facile, mais on pourra négocier. Et c'est la seule voie. Et évidemment, pour la Russie, il s'agit que l'alliance entre les milieux corrompus en Ukraine et les criminels bandéristes, nazis, néo-nazis, n'ait plus d'emprise sur le gouvernement. On dit évidemment ils sont très peu en quantité, 1, 2, 3% des votes, mais ils ont une emprise dans tout le milieu des spéculations, des mafias, et dans l'armée, avec le bataillon d'Azov ou l'autre chef de bataillon qui a été nommé à Odessa. Donc on a cela, et Zelensky lui-même a réagi en disant qu'il était prêt à rencontrer Poutine et à avoir une orientation vers une politique de paix. Alors, c'est très intéressant dans la situation sur le terrain, parce que ou bien on assiste aux deux choses, mais ou bien on assiste à une chose, un effondrement de l'armée ukrainienne faute de moyens et faute de soutien logistique, ou un embourbement de l'armée russe faute aussi de logistique et, par exemple, de systèmes de communication et d'alimentation. Donc, dans les deux cas, il faudra trouver une solution. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a, j'ai ici la citation, il y a le chef d'état-major des armées français, Thierry Burkhard, qui a dit très clairement « Les sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de la Russie
frappe durement l'économie russe, bien sûr, mais également les économies occidentales, et en particulier européennes. C'est ce que disait le Financial Times. À moyen terme, l'une des conséquences de cette guerre, et c'est ça qui est très intéressant, sera sans doute une profonde restructuration des relations économiques mondiales. Donc voilà un chef d'état-major des armées qui souligne le lien qu'il y a entre l'économie et le militaire. Je pense que c'est extrêmement intéressant parce qu'il ne l'aura pas fait sans avoir des forces qui soutiennent son affirmation. Alors, évidemment, ça suppose aussi un développement de l'Ukraine, un développement que ce ne soit pas une base militaire, mais un pays en développement réel, avec une intervention de pays qui pourront modérer le débat. Ça sera la Chine, ça peut être, comme on l'a vu, le président d'Israël, ça pourrait être différents pays qui peut-être sont d'avis différents sur d'autres choses, mais qui voient toute la menace de la guerre. Et c'est ce que nous appelons la coïncidence des opposés, c'est-à-dire des pays qui ont des intérêts, disons, qui ne sont pas les mêmes ou parfois opposés, mais qui, à un niveau supérieur, ont le sens, et je vous en parlerai ensuite, ont le sens qu'il faut s'entendre d'une façon ou de l'autre si on veut préserver son existence et ne pas conduire le monde à l'abîme. Alors, il y a des éléments intéressants qu'on voit apparaître. Par exemple, vous avez vu Marina Ovsyannikova, qui est intervenue dans la télévision russe, dans l'heure de grande écoute, en appelant à la paix et en disant j'appelle à la paix, je dénonce la propagande des médias, mais je ne veux pas quitter mon pays. Emmanuel Macron, on lui a offert l'asile en France, elle l'a refusé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été condamnée à une simple amende et laissée libre, ce qui montre que les choses ne sont pas si simples et que le pouvoir russe ne sanctionne pas terriblement à chaque fois. Ce qu'elle a dit, et pourtant était très fort, Ovsyannikova, elle a dit « C'est une guerre contre un peuple frère, aucune personne saine d'esprit ne peut l'accepter ». Et elle est née à Odessa, évidemment, de parents russes et ukrainiens. Alors, il y a cela. Et l'intéressant, c'est la réaction relativement modérée, pour l'instant au moins, des autorités russes. Mais il y a les tentatives d'assassinat contre Zelensky. Alors on dit, c'est les Russes qui ont voulu éliminer Zelensky. La réalité est différente. Oleksiy Danilov, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité nationale ukrainien, a affirmé qu'un complot visant à assassiner le président Zelensky a bien eu lieu, mais qu'il a été déjoué grâce à l'aide des services de sécurité russes. Donc la chose n'est pas si simple. Nous avons reçu l'information de représentants du service fédéral de sécurité de Russie, a dit Danilov, qui ne veulent pas être partis dans les pires éléments d'une guerre sanglante. Donc il y a cela. Il y a aussi des réactions de gens qui, dans le camp occidental, sont ceux-là même qui ont participé au démantèlement de la Russie et à la chute de l'Union soviétique. Je parle de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, par ailleurs, appartient à ces milieux qu'on appelle ultralibéraux, qui en fait sont des milieux qui relèvent de la dictature financière. Il est malthusien, il coche toutes les cases, comme on dit aujourd'hui, pour être parmi nos ennemis. Eh bien, même lui, il dit « La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine est horrible et barbare, ça il doit l'affirmer. Pourtant, il y est encore possible d'y mettre fin par une solution diplomatique dans laquelle la Russie retire ses forces en échange de la neutralité de l'Ukraine. » Et il ajoute « La diplomatie peut fonctionner, même dans les confrontations les plus dures. En fait, la diplomatie est essentielle pour résoudre les conflits entre grandes puissances à l'ère nucléaire. La crise des missiles de Cuba en est un bon exemple. » Et il ajoute « Et si la neutralité ukrainienne était vraiment la clé de la paix, poursuivre la diplomatie n'est pas de l'apaisement, c'est de la prudence, et cela pourrait sauver l'Ukraine et le monde d'une catastrophe sans nuance. » Et c'est vrai, parce que ceux qui sont va-t-en-guerre, ceux qui disent « oui, il faut y aller », et tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent ? Veulent-ils une guerre nucléaire ou, hypocritement, donner des armes aux Ukrainiens pour qu'ils se fassent tuer ? Et l'intérêt du peuple ukrainien, c'est d'arriver à quelque chose qui assure
à la fois la stabilité de l'Ukraine en Europe, sa neutralité, et son développement économique et social. C'est cela la solution. Donc, même Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui a déclaré « Il y a des moments où nous aurions pu mieux réagir dans le passé. Par exemple, nous avons proposé des choses que nous ne pouvions pas garantir, notamment l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cela n'a jamais été réalisé. Je pense que c'était une erreur de faire des promesses que nous ne pouvions pas tenir. » Donc on assiste peu à peu à un sens des réalités dans ce conflit. Et c'est pas trop tard, et c'est extrêmement urgent en même temps. Alors derrière ce conflit, il y a tout un effondrement du système financier et monétaire qui peut créer dans le monde une situation de conflit encore plus grave. Vous savez, la dette américaine a passé les 30 000 milliards de dollars, c'est-à-dire en pourcentage, c'est environ 120% du produit intérieur brut. Et évidemment, pour la crise de 2008, la grande crise, celle de Lehman Brothers dont je vous parlais, depuis, on n'a pas résolu le problème et on a fait croire au peuple qu'on en était sorti de la crise, alors qu'en fait, on y rentrait encore plus profondément de plein pied et qu'on préparait déjà la suivante. Et là, on y est, elle prend cette forme de guerre, mais elle prend en même temps cette forme de tous les aspects financiers et économiques. Et pour simplifier les choses, comme le disent certains, l'austérité pour les peuples et l'enrichissement accéléré pour les riches. Et lorsqu'on soumet les peuples à l'humiliation, de cette façon, fatalement, on entraîne les choses vers une situation, on porte les choses vers une situation de guerre. Et pour simplifier les choses, la tragédie, c'est que la vitesse de production de capital monétaire est plus grande que la vitesse de production de richesse réelle. Donc on produit du capital fictif qui ne correspond plus du tout à des richesses réelles. Et on en est à ce point, aujourd'hui dans le monde, où ce système, on essaye de le faire, d'en faire subir les conséquences au peuple. Et c'est là, par-delà la crise et le conflit ukrainien, ce qui se passe dans le monde et qui risque de nous amener de façon comme des somnambules, comme avant la guerre de 1914, nous amener à la catastrophe. Alors il y a des gens qui réfléchissent sur cette question. Je pense qu'il y a des associations comme les maires pour la paix, il y a des associations comme différents cercles économiques de réflexion, il y a en Chine des gens qui veulent assurer que ce conflit ne dégénère pas en essayant de trouver un sens de développement mutuel. Ils disent voilà, il y a les nouvelles routes de la soie en Chine, il y a Build Back Better de Biden aux États-Unis, et il y a le Global Gateway des Européens. On ne pourrait pas mettre tout ça ensemble pour en faire un sens de développement mutuel dans le monde. Nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin nous-mêmes et que la solution doit être bien au-delà de cela, un retour à un ordre financier et monétaire qui soit orienté vers le développement mutuel. Pour cela, il faut une séparation bancaire, nous l'avons toujours dit. Le Glass-Steagall, j'insiste encore, parce que ce n'est pas seulement un modèle américain, on avait le même modèle nous-mêmes à la Libération, de séparation de banques de dépôt et de crédit d'un côté, et des banques qui spéculent sur les marchés financiers, qu'on ne soutient pas. Et si elles tombent en faillite, tant pis pour elles. Et un système de banque nationale, de crédit public, qui oriente l'argent là où c'est nécessaire, c'est-à-dire vers l'agriculture, l'industrie, l'école, l'hôpital, le laboratoire, et non comme aujourd'hui vers la création d'un faux capital, d'un capital fictif, spéculatif. Et enfin, d'aller vers les productions humaines dans lesquelles la création est la plus avancée, dans lesquelles on produit plus en densité par habitant, par être humain, par unité de surface, par produit amené. Et cette densité de production, cette production supérieure, permet un développement économique à une échelle plus avancée. Alors on dira, oui, aujourd'hui en France on change, on a le sentiment que le nucléaire fait partie de cela, mais est-ce qu'on sait encore faire le nucléaire ? Est-ce qu'on a créé la formation et l'éducation permettant de maîtriser cela ? Et là se pose la vraie question, qu'est-ce qu'on va faire pour maîtriser et développer l'éducation ? Alors certains disent que dans nos quartiers,
de notre propre pays, en France, dans notre politique intérieure, il faudrait la police, la justice et l'éducation. Je pense qu'il faut aussi des éclaireurs qui s'informent de ce que pense la population et comment il faut faire des choses qui correspondent à ses attentes. Mais dans le monde, ce qui correspond à la police, c'est la sécurité. Et il faut une sécurité. Les Russes veulent un système de sécurité et de stabilité en Europe, et je pense que dans ce sens, c'est légitime. Il y a un développement mutuel, c'est l'équivalent dans le monde de la justice, c'est le développement mutuel qui assure à chacun une possibilité, à chaque pays dans le monde, et pas qui fait subir à l'intérieur des pays aux moins favorisés, et dans le monde, aux pays les moins favorisés, tous les dégâts de la crise, au contraire, qui crée une porte de sortie de cette crise. Et enfin, la troisième chose, l'éducation est essentielle parce qu'on doit changer de façon de penser, de manière de penser. Alors de ce point de vue, nous-mêmes, avec l'appel de l'Institut Schiller pour une nouvelle architecture de développement et de sécurité pour toutes les nations du monde, nous appelons un retour de l'esprit de la paix de Westphalie. Alors la paix de Westphalie entre les nations de 1648 était une paix qui était basée sur l'avantage de l'autre. Et la tenue grâce à cela. C'est-à-dire qu'on donnait à l'autre des avantages en espérant que, conscient de ces avantages, il soit en accord avec ce que nous pouvons espérer de mieux. En même temps, il y avait ce qu'il appelle l'amnestie et l'oubli, le pardon des offenses. C'est-à-dire qu'on oubliait le mal qu'on a fait à l'autre et on passait à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, le traité de Westphalie disait il faut une politique de restructuration financière, une politique qui annule les dettes illégitimes et un moratoire sur celles qui le sont à moitié, qu'on paiera plus tard, et qu'on garde seulement les dettes, disait le traité de Westphalie, qui n'ont pas entraîné une politique de guerre. Donc cette vision-là d'annulation d'un moratoire sur les dettes pour permettre un développement économique futur, c'était la base aussi aux États-Unis de la Banque nationale telle qu'elle concevait Alexander Hamilton, alors que les États-Unis étaient très endettés en raison de leurs dépenses pour leur guerre de libération à la fin du XVIIIe siècle, libération et d'indépendance. C'est aussi l'exemple du traité de Bandung entre les pays non alignés qui appelle au respect des droits humains et des principes de la Charte des Nations Unies et de mettre fin aux actes de menace contre l'intégrité territoriale des États et de respecter ce qu'on appelle leur autodétermination et respecter pour la justice et la Charte des Nations Unies dans ses obligations internationales. Donc, on a oublié ce mouvement des non-alignés, c'est la réunion de Bandung de 1955. Donc, cette réunion de Bandung avait vu dans cette époque Tito, Nasser, Sukarno pour l'Indonésie, tous ces chefs d'État qui avaient essayé de trouver un sens au monde par-delà l'opposition entre les deux blocs. C'est ce que le général de Gaulle, à sa façon, tout en étant allié des Américains, avait en même temps cherché à développer. C'est pour ça qu'il était sorti du commandement intégré de l'OTAN auquel nous a ramené Nicolas Sarkozy en 2008. Et ensuite, dans ce contexte-là, nous a mené à faire la guerre en Libye, qui a été la catastrophe que l'on sait. Alors, quelque chose qui va encore plus loin, je pense, dans le sens de ce que nous défendons, c'est la conception de Martin Luther King dans son fameux sermon politique, on pourrait l'appeler ainsi, c'est plutôt un acte politique qu'un sermon. Pourquoi il faut aimer ses ennemis? Alors il reprenait dans ce contexte Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, et ce qu'il disait, c'est il est facile d'aimer ses amis et de ne pas aimer ses ennemis, mais il est beaucoup plus difficile d'aimer ses ennemis. Et c'est en aimant ses ennemis qu'on se donne la chance de les transformer. Et c'est le sens que nous donnons aussi à la coïncidence des opposés. Lorsqu'on fait un accord de paix, ce n'est pas avec des gens qui sont nos amis, on n'en a pas besoin. On doit le faire avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais il faut élever le débat pour porter cet accord de paix à un niveau plus élevé. Alors comment faire?
dit Martin Luther King, eh bien, il faut d'abord faire un examen de conscience, s'examiner soi-même. Et à l'époque, il disait, il y a le communisme, c'est un mauvais régime, nous ne l'aimons pas, mais nous autres Américains, nous autres, la démocratie, nous avons imposé l'impérialisme, nous avons imposé le colonialisme, donc nous devons balayer devant notre porte. Et je crois qu'aujourd'hui, cette attitude doit être bien plus, dans le contexte actuel, bien plus guider notre façon de faire. Mais ensuite, il dit, il y a encore autre chose. Il faut regarder qui est notre ennemi et voir dans cet ennemi s'il n'y a pas des choses qui peuvent être positives sur lesquelles on peut jouer. Et regarder son histoire, regarder la raison pour laquelle il se comporte de cette façon. Et enfin, trouver une base d'accord dans lequel ça ne peut être qu'à un échelon supérieur, le développement mutuel, un système gagnant-gagnant. C'est cette approche de Martin Luther King. Donc, lui, il dit, c'est de faire prévaloir dans un sens véritable un amour pour la vie, un amour pour le monde, qui est en grec on appelle l'agapé. Et il reprend cette conception d'agapé qu'on peut traduire par charité universelle ou développement de chacun à l'image du principe créateur ou de la loi naturelle de l'univers. C'est cela qui doit nous guider dans l'époque dans laquelle nous sommes, exactement comme le guidait Martin Luther King. Alors, évidemment, si on regarde la politique française et cette élection présidentielle, on n'en est pas là. On est dans une société politique qui se décompose. Alors, on le voit, chacun cherche des manips, ce qu'on appelle des manipulations. Maintenant, on dit qu'Emmanuel Macron pense qu'il s'est situé par rapport à la Russie dans une situation d'intermédiaire et de médiateur important qui parle à Poutine. C'est vrai. Mais est-il crédible avec une Union européenne qui est intimement liée à l'OTAN? Est-il, pour Poutine, quelque chose de différent de Biden et des États-Unis? Alors peut-être un peu, mais très peu. Donc est-ce qu'on est capable d'affirmer qu'on a une indépendance, comme De Gaulle l'avait fait en son temps? Je ne crois pas que ce soit ce qui se passe. D'ailleurs, Macron est aussi peu sûr de soi qu'il a fait étudier la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale après sa réélection, qu'il pense certaine, et pour avancer la date des législatives, qui aujourd'hui c'est 63 jours, pour la réduire à 49 jours, pour éviter qu'aux législatives, les gens votent différemment qu'aux présidentielles. Donc voilà le genre de magouille auquel on procède aujourd'hui. On voit tous les zigzags dans les avantages des uns et des autres. Je citerai en passant les zigzags dont parle le Canard enchaîné, d'ailleurs cette semaine, russo-ukrainien de Villepin, qui a préféré à une carrière politique les avantages financiers du privé, un peu comme Tony Blair en Angleterre. Et ces choses-là marquent, elles font qu'on n'a pas une attitude qui est la recherche de la vérité, mais qui est la recherche plutôt d'une position. Et je ne veux pas blâmer Villepin seulement, je cite simplement un exemple, parce que c'est quelqu'un, Villepin, qui est quand même intellectuellement au-dessus du lot, et même que quelqu'un comme cela se livre, c'est peut-être encore plus grave, à ce genre d'activité, est tout de même représentatif d'un monde qui n'est pas celui qui devrait être. On le voit dans les cabinets ministériels en France, où l'oligarchie des portes tournantes, public-privé, privé-public, en essayant de profiter du poste qu'on a eu dans le public pour avoir des avantages dans le privé. On le voit, par exemple, une conseillère comme du ministre des Transports qui passe dans le service de presse et de communication d'Air France-KLM. Donc c'est des gens qui pantouflent, qui migrent du public vers le privé, là où ils ont eu des activités dans le public. C'est extrêmement choquant. Et si vous faites ça, il n'y a plus de recherche de vérité, vous n'avez plus d'articulation, vous n'avez plus une capacité d'intervenir dans l'histoire. Alors, évidemment, on voit aussi un polytechnicien, que mentionne le Canard enchaîné, je répète, Lionel Corr, qui a trouvé un moyen qui était sous direction des assurances, à la direction du Trésor, celle qui nous fait tout le temps la morale, qui a trouvé un moyen de rentrer dans le Boston Consulting Group. Le Boston Consulting Group, c'est un groupe qui est
un groupe intimement lié à ce monde de Wall Street et de la City, et qui analyse les situations dans l'intérêt de ceux qui le promeuvent. Et c'est la même chose pour Pierre de Villiers, qui était rentré aussi au Boston Consulting Group. Donc là, évidemment, quand les gens pensent à leur destin personnel et à la façon de s'insérer dans la société pour y faire ou bénéficier d'avantages de vie ou d'avantages financiers, ils n'ont plus capable d'intervenir dans les affaires du monde au niveau exigé. Et de ce point de vue, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt une analyse de Marcel Gauchet sur une décomposition politique à laquelle nous assistons, et d'une France secouée par la mondialisation et l'européisation, qui n'est plus elle-même, parce qu'elle délègue ce qu'elle devrait être à d'autres, à des pouvoirs extérieurs. Alors on le voit de façon caricaturale dans le domaine de défense. On blâme les Allemands qui ont acheté un F-35 américain, un avion donc, de combat, au lieu de nos Rafales. Mais nous-mêmes, au ministère de la Défense, on donne toutes nos données à Microsoft. Donc il n'y a plus réellement d'une indépendance qui soit au sens d'une souveraineté réelle. Cette souveraineté ne pourra être retrouvée que si on s'élève au-dessus de ces ambitions ou de ces soumissions auxquelles on procède et qu'on va au-delà, qu'on est capable de dire voilà, il y a une vérité et je me bats pour cette vérité. Et c'est pour cette vérité que nous nous battons, c'est pour cette vérité que nous organisons cette future conférence de l'Institut Schiller pour une nouvelle architecture du système financier, monétaire et de sécurité internationale. Parce que si on ne prend pas les choses au niveau de leur cause profonde, on ne sortira pas du débat. Et dans le débat actuel, on est condamné à être poutinien si on soulève des questions différentes de celles que règnent au sein de l'OTAN et des pouvoirs de l'OTAN. Donc, et d'être pro-chinois si on dit qu'il y a quelque chose d'intéressant en Chine. Et il y a toute une série d'idéologies et de visions du monde qui a été celle de l'impérialisme et du colonialisme anglais et anglo-américain que condamnait Martin Luther King, qui s'impose aujourd'hui. Donc c'est de cela qu'il faut sortir pour parvenir à un monde où la guerre ne sera plus possible. Et vous savez, je discutais cet après-midi avec quelqu'un du mouvement de la paix qui me disait la paix, qu'est-ce que c'est? La paix, c'est sortir les gens de la pauvreté. C'est permettre à la population d'avoir un développement, même pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas d'espoir, de leur en donner un. Et après, à ce moment-là, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le mensonge, il y a au contraire un engagement pour la vérité. Et je vous le dis, franchement, ce soir, l'engagement pour la vérité, très souvent, c'est pas que les gens ne soient engagés contre la vérité, c'est qu'ils ne savent plus ce qu'est la vérité. Et ce que nous tentons de faire, c'est de redonner, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises ce soir, et vous me permettrez de l'avoir fait à plusieurs reprises, de redonner ce sens de la réalité, de ce qui se passe vraiment dans le monde, et des solutions qui doivent toujours se trouver à un niveau supérieur par rapport à celui où on se trouve à un moment donné. Et c'est aujourd'hui notre grand défi. Je vous demande de vous associer à ce défi, parce que si vous ne vous associez pas, je voulais vous montrer pour finir un tableau de Goya où l'on voit deux individus, on se dit mais que représente ce tableau? Ces deux individus qui se tapent dessus avec des massues, des gourdins, et qui s'enfoncent dans la terre. Ben, c'est le sort qui nous attend si nous ne parvenons pas à faire quelque chose qui sorte de ce débat d'opposition, d'amis-ennemis, si nous ne parvenons pas à créer quelque chose au-delà, qui est la véritable alternative. Donc je vous demande de vous battre avec nous pour cette alternative, par tous les moyens, parce que nous sommes dans un grand moment de péril qui s'étend par-delà la guerre dans tous les éléments de l'économie mondiale qui permet au monde littéralement de fonctionner. Voilà le défi dont je voulais vous parler ce soir, accentuant ce que je vous ai dit par-delà les deux éclairages précédents.